des lieux de vie autonomes. Une des grandes caractéristiques qui se dégagent de ces enquêtes et ces parcours que j'ai faits, c'est qu'ils mélangent les corps. Alors pourquoi? Parce que c'est des modes de vie qui vont chercher à produire de la densité, de la concentration d'énergie et de matière. J'utilise l'image d'habitat bateau, donc ils fonctionnent dans un tout petit espace avec en optimisant les ressources, ou des habitats graines qui concentrent l'énergie au maximum pour faire pousser leurs habitats à partir de ça. Et donc ils vont faire proliférer le vivant au maximum. Ils vont tisser des liens étroits avec le climat et les énergies présentes sur le territoire. Ils vont faire proliférer aussi les stocks de pièces détachées, de ressources, de matières sur leur lieu. Et puis ils vont faire une concentration aussi des croisements très serrés, des fonctions, des objets, des espaces. Alors ça donne des rencontres, des hybridations étranges comme des machines à laver à pédales ou des serres-buanderies. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils mélangent les corps des humains et des non-humains. Mais en mélangeant les corps, ils mélangent aussi les imaginaires, ils drainent avec eux les imaginaires portés par ces corps. Et donc cette poétique de l'habitat, elle vient de ces mélanges. Alors ça donne des images poétiques d'abord, c'est des dortoirs pour plantes, c'est des fenêtres télé, c'est des halls d'entrée jardin, c'est des merles sonnettes, des pierres qui chantent, des poules couveuses de livres, des théières arrosoirs. Ça donne aussi des habitats qui, de manière générale, se remettent à faire signe. Parce que les signes du vivant, ils prolifèrent et que les habitants essayent de les déchiffrer, parce qu'ils sont dans une démarche de réparation, de régénération, parce qu'aussi ces signes, ils les utilisent de manière très concrète pour l'autonomie, pour le maraîchage, les signes des humuseurs, les signes des prédateurs, pour la construction. Dans les habitats troglodytiques, on va apprendre à détecter le chant de la pierre de tuffeau avant qu'elle tombe, le chant caractéristique qu'elle fait avant de tomber. Pour la lecture de l'énergie, le chauffage, il y a Manuel à la Dorée qui apprend à lire la météo le matin quand elle va nettoyer son poêle. Elle ouvre la fenêtre du poêle et elle arrive à détecter s'il y a du vent, l'humidité. Donc elle lit les signes du climat dans son poêle. Quelle intention ils mettent derrière toutes ces inventions? Est-ce qu'il y a une conscience avant même? Est-ce que c'est pas juste technique? Parce qu'on peut très bien faire une écologie matérialiste, hein, on pourrait reproduire. Donc est-ce qu'il y a une intention, parce que vous parlez de poésie, est-ce qu'il y a une intention de mettre une conscience avant de fabriquer ces objets, et dans quel but? Est-ce que c'est juste mécaniste, encore une fois, en visant l'autonomie? Ou est-ce qu'il y a une intention plus profonde derrière, plus philosophique ou cosmo-philosophique? Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment des habitats qui, peut-être contrairement à la génération des années 70, dont la première vague du retour à la Terre était marquée par un discours très politique et des idéologies parfois spiritualistes New Age. Là, c'est vraiment une génération d'habitants très pragmatiques, donc qui ont, je l'ai dit, une démarche de régénération des écosystèmes du vivant, de réparation, mais qui se focalisent vraiment sur la mise en place d'un métabolisme. Donc vraiment, ils parlent de comment on se chauffe, comment on se nourrit, comment on construit sa maison. Et en faisant ça, en fait, dans l'habitat, il y a des nouvelles ontologies et des nouveaux imaginaires qui émergent et qui les transforment. Mais qui les transforment du coup de l'intérieur. Et justement, du coup, c'est pas du tout un discours dont ils font la promotion, qu'ils brandissent en étendard, disons. C'est vraiment quelque chose qui vient les habiter progressivement de manière insidieuse. Et donc, en fait, c'est plutôt un discours de signes, dans les signes, un discours incarné. Et moi, c'est ça qui m'a touchée. Donc, c'est pour ça que le poétique, j'ai essayé de l'aborder de plus en plus comme un langage de signes qui traduit nos échanges avec le monde vivant. Comme un langage de signes par lequel l'imaginaire, la culture se renouvellent au contact du monde vivant. Et donc justement, ces signes qui manipulent dans la fabrique de l'autonomie quotidienne, j'ai dit qu'ils les transformaient parce qu'il y a un mécanisme qui s'enclenche, un mécanisme imaginaire, hein, existentiel plutôt, qui fait que les habitants eux-mêmes, du coup, se mettent à parler un langage de signes. Par exemple, il y a tout un tas d'empreintes de pieds, de mains, de bouches, des gants montés sur des bâtons qui fleurissent à travers les habitats. Les habitants aussi apprennent à parler un langage de signes à travers des épouvantails ou des dispositifs épouvantails comme des petits fanions ou des sacs de cheveux qui vont suspendre dans les jardins, qui vont faire qu'ils communiquent avec le vivant pour leur dire attention,
ne vous approchez pas trop de mes parcelles, de mes cultures, faisons un partage. Ou alors un langage de signes qui va faire qu'au contraire, ils cherchent à recréer une cohabitation, refaire que par leur présence ne soit plus repoussoire. Et il y a Emeline, par exemple, dans son jardin, qui dit que le merle, c'est celui d'habitude qui prévient tout le monde que l'humain approche et qu'il faut partir. Et elle a réussi par un langage de signes particulier corporel à ne pas faire que la sonnette que le merle active quand on rentre dans un jardin d'habitude, que cette sonnette qui garde sa sonnette dans sa gorge et que du coup elle arrive dans un jardin où personne ne s'est envolé. Voilà. Et puis ensuite il y a une utilisation des signes qui est très fabulatrice quelque part. Il y a des habitants qui se servent des signes un peu comme des cartes de tarot, des signes du vivant comme des cartes de tarot pour lire en eux-mêmes. Il y a Manuel, elle adorée, qui va à travers les poules qu'elle a dans son jardin. Il y a un jeu de miroir qui se crée entre elle et son compagnon et les poules. Ils vont un peu parler de leur relation à travers les poules. Et puis il y a aussi des signes du vivant qui sont utilisés pour créer de véritables contes. Et par exemple, Gilles à Laurel qui va mémoriser le chemin d'un coin à champignons dans la forêt en transformant tous les petits êtres et les indices qu'il rencontre sur son chemin en un conte rempli de personnages. Donc comme ça, il évite d'utiliser son GPS, il me dit, et puis il refait la légende, c'est intéressant, parce qu'il refait la légende, ce qu'elle est à la fois en géographie, c'est-à-dire un ensemble d'informations qui servent à modéliser et à mémoriser un territoire, et puis ce qu'elle est dans le langage courant, c'est-à-dire un récit merveilleux qui nous aide à vivre.